Vous êtes dans la lutte? Oui. Vous, lutteur? Non. Entraîneur, arbitre? Vous êtes dans la lutte? Vous êtes dans la lutte? Vous êtes dans la lutte? Mesdames et messieurs et petits bambins, je vous souhaite la bienvenue à ce podcast haut en couleur qui parle de lutte, de catch, de pro wrestling, de sports entertainment, appelez ça comme vous voulez. Bienvenue à Vous êtes dans la lutte, épisode 6. Mon nom est Mathieu Chevalier et cette semaine, ça se fera en tag team. Et sans plus attendre, je donne le tag à mon fidèle coéquipier, le mercuriel Marc-André Drouin. Salut, vieille branche. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça va bien, Mathieu? Oui. Alors, on était rendu, on a passé une belle semaine. J'espère que tout le monde a passé une belle semaine. C'était la semaine suivant le Royal Rumble. Il y a eu plusieurs émissions, dont le dernier Raw qui était hier. On va en parler, on va le disséquer au cours des prochaines minutes. On va parler de, vu qu'on est juste deux aujourd'hui, on va parler sûrement de plusieurs autres choses concernant la lutte professionnelle. Et comme je disais, on est deux ce soir. Pour les prochaines semaines, on risque d'être deux aussi. On verra par la suite. Pierre-Alexandre n'est pas présent, ainsi que Alexandre Lamoureux n'est pas présent non plus. Donc, ça va peut-être un podcast un peu plus court, mais c'est pas grave. On s'amuse quand même. On a écouté pas mal de luttes cette semaine. On a écouté... J'ai écouté de la TNA, j'ai écouté Main Event, j'ai écouté SmackDown... On a même écouté Raw. On écoutait pas mal, mais avant de commencer, peut-être la semaine en lutte, moi, je voulais parler du... on écoutait un documentaire ensemble, toi, que tu avais déjà vu, mais moi, je l'avais jamais regardé. C'est le documentaire sur Shawn Michaels, le Heartbreak and Triumph, qui est sorti en 2007. Je voulais en parler parce que j'ai vraiment adoré ce documentaire-là. Dans la dernière année, on écoutait pas mal de documentaires de lutte avec CM Punk, son documentaire qui est excellent. Il y avait Edge aussi, des documentaires sur l'attitude Era. Puis ça m'a donné le goût d'en découvrir d'autres. Puis ce documentaire-là sur Shawn Michaels, je connaissais déjà pas mal l'histoire de Shawn Michaels, puis j'en ai appris beaucoup dans ce documentaire-là. C'est un documentaire qui est très franc, qui parle franchement. Pas d'affaire de kayfabe là-dedans. Shawn Michaels, il est super honnête. Même le monde de la WWE qui interroge à son sujet sont très honnêtes. Pat Patterson, il en profite pour, on dirait, pour dire exactement ce qu'il en pense du bonhomme, parce qu'on sait Shawn Michaels, au début de sa carrière, c'était pas le gars le plus gentil. Pour monter dans les échelons, il a pilé sa tête de ben du monde, puis il est devenu avoir une carrière respectable par la suite. Mais ce documentaire-là passe au travers de toutes ces phases. C'est haut et c'est bas, super bien fait. C'est long, c'est long, c'est parfait dans le fond la durée. C'est quasiment 2h30 cette affaire-là, hein, si je me rappelle bien. Ouais, pas loin de 2h15. C'est très détaillé. Moi, j'adore ce genre de documentaire-là. Tu t'en vas au début de sa carrière dans le temps de la AWA, puis des débuts avec Marty Jannetty avant la WWE, là, les essais qui essayent, qui sont sur le party tout le temps. Les gars qui ont affronté, les ceintures, les matchs qui ont failé, la clique, la DX, tout ça, on passe toute sa carrière en détail. Ce qui est juste plate dans le fond, c'est que ça arrête juste avant ces matchs mémorables contre Undertaker à WrestleMania. Fait que il rajouterait ce bout-là, puis on aurait encore un plus grand portrait du bonhomme. Mais ça reste que si vous aimez Shawn Michaels ou si vous le connaissez pas, Shawn Michaels, c'est un incontournable, ce documentaire-là. Heartbreak and Triumph. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Ouais, ben comme je dis, je l'avais déjà vu, mais en version doublée français, fait que c'était pas, tu sais, je veux dire... C'est le sexy boy. Ouais, c'est le sexy boy, c'était pas débile, là. Ben, je veux dire, le documentaire, je le savais qu'il était excellent, mais je l'avais jamais réussi à le trouver en anglais pour te le montrer, fait que j'étais bien content que tu le vois. C'est vraiment un excellent documentaire, là. Il y a rien qui est caché, on voit tout. Et c'est... Écoute, à date, j'en ai pas vu un meilleur documentaire. S'il y a des gens qui disent que tel documentaire sur tel lutteur est excellent, vous pouvez nous écrire pour nous en suggérer parce qu'on aime ça les documentaires. On va vous donner les adresses courriels à la fin du show. Yes.
Avant de parler de la WWE, je voulais faire bifurquer un peu TNA. On n'en parle pas souvent de la TNA, puis je sais qu'il n'y a pas grand monde qui suivent ça, puis la plupart des gens qui suivent la WWE méprisent la TNA. Ce qui est tout à fait normal dans le sens que quand tu as un sentiment d'appartenance pour une fédération, surtout la WWE, hein, ils réussissent vraiment à ce qu'on s'attache sentimentalement à cette fédération-là. Il n'y a plus rien qui existe. Mais je veux parler de la TNA parce qu'il se passe beaucoup de choses en ce moment à la TNA, des choses qui peuvent être bonnes pour la lutte en général. Puis je m'explique. Dixie Carter a annoncé cette semaine une grosse nouvelle concernant la TNA, c'est-à-dire qu'à partir du mois de mars, mi-mars, ils vont tourner les épisodes d'Impact. Ça va être tourné toujours sur la route, comme la WWE le fait. Donc, ils seront plus dans leur studio à Orlando, leur studio en papier mâché qui rend le produit tellement cheap. Là, ils vont être sur la route. Puis ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont enregistrer 2 émissions à la fois. Donc, ils vont en avoir une live, puis la semaine d'après, ça va être préenregistré. Un peu comme la WWE faisait dans le temps des années 90 avec Raw et tout ça. Ouais. Tu sauves des coûts dans le fond, mais t'es tout le temps au moins dans des villes différentes. Ça va permettre à la foule de s'exprimer aussi. Parce que la zone Impact, on se le cachera pas, là, c'est un public d'épais qui va là. La plupart du temps, c'est le même monde, puis c'est pas le bon pouls de fans de la TNA. Puis la TNA est populaire dans plusieurs villes, surtout à l'étranger, étrangement. Puis on s'en rend bien compte cette semaine, parce que cette semaine, l'épisode d'Impact était en direct de l'Angleterre, à Manchester, si je me trompe pas. Exactement, oui, il était UK à Manchester. Écoute, juste voir quand le début du Impact a commencé, le visuel, la chose, ça faisait du bien de voir ça, là. Oui, exactement. Puis tout d'un coup, si vous n'avez pas écouté Impact depuis longtemps ou TNA, puis vous dites c'est de la style de merde cette affaire-là, c'est tous les vieux de la WWE qui sont là. Mais ça me fait rire, ça, quand ils disent c'est de la style de merde, parce que le monde ne sont pas fair. Le show en tant que tel, il est moyen. C'est le côté in-ring de la TNA qui torche qu'on a à eux, là. Le côté in-ring là, à TNA, là, il est supérieur à ce qu'on a à eux, là. Ouais, ça c'est sûr. Côté match, là, quand t'as un Austin Aries dans le ring, puis Bobby Roode, même les vieux, là, qu'on dit des vieux, le Christopher Daniels, là, il est en feu. Il est en feu dans la dernière année. C'est quasiment mon personnage préféré de toute fédération confondue. Il a ravivé Kazarian. Ils font des heels tellement drôles, tellement le fun. Les gars se forcent. T'as Bully Ray aussi qui a carrément ressuscité son... Tu sais, Bubba Ray, là, on n'aurait jamais pensé qu'il aurait pu être un top d'une fédération comme ça. Si vous me croyez pas, là, allez écouter l'émission, puis vous allez pas revenir comment ce gars-là, c'est un des meilleurs talkers dans le business. C'est vraiment excellent. Puis l'épisode en Angleterre, là, ça donne un cachet. La foule est en feu. Les gars ont l'air des superstars. Ils ont pas l'air pognés dans leur petit carcan tout croche. Puis c'est bon pour la lutte. Pourquoi c'est bon pour la lutte? Parce que si la TNA réussit à aller chercher de plus en plus de monde, et puis en ce moment, les codes d'écoute sont bonnes pour la TNA. C'est pas beaucoup, ça, c'est sûr. On va, tu sais, je veux dire, ils accotent pas la WWE. Mais si le produit peut devenir de plus en plus intéressant pour le monde, c'est bon pour la lutte parce que la WWE, si elle regarde dans le rétroviseur puis qu'elle voit qu'une autre fédération qui, tranquillement, pas vite, mais semble qu'il commence à avoir un engouement, ben, on peut se retrouver avec une compagnie qui, tout d'un coup, veut être supérieure, veut amener un produit meilleur. La compétition, c'est bon. C'est ça qu'il faut qu'il arrive. Puis bâcher contre toutes les fédérations, quelles qu'elles soient, pour rien, je trouve ça unfair. Parce que oui, la TNA, pour être bien franc avec vous, moi je trouve que leur grande faiblesse, souvent, c'est les storylines. Souvent, ils ont des bonnes idées de départ, mais ils réussissent pas à les concrétiser. Puis souvent, on s'en lasse. Tu sais, les Aces and Eights, entre autres. Puis il y a des storylines comme ça qui commencent, tu fais, hey, c'est intéressant, puis finalement, ça tombe à plat au bout. Mais WWE aussi, il y en a des storylines mauvaises. Puis tu sais, faut quand même être fair de ce côté-là. Il y a du bon, puis il y a du mauvais partout. Puis TNA aussi, ils ont annoncé que il y aurait plus 12 PPV par année, puis ils en ont 4. Donc là, tu te dis, hey, c'est une compagnie qui a un problème financier, c'est le début de la fin. Mais quand tu penses à ça, moi, je trouvais que 12 PPV par année pour une fédération qui avait de la misère à builder des histoires et à te vendre le PPV. Tu sais, les PPV se passaient tout le temps dans Zone Impact. T'avais pas l'impression que c'était bien différent de leur émission. Puis,
Veux pas, eux autres, ils visaient plus les codes d'écoute de leur émission que des ventes de pay-per-view rendus là. Fait que les pay-per-view, il y avait des bons matchs souvent, mais tu voyais que ils développaient pas nécessairement les histoires pour les pay-per-view, mais plus pour leur émission. Fait que là, ce que ça fait, 4 gros PPV par année, ben ça fait comme la WWE au début. T'as 4 gros galas, puis entre-temps, tu développes tes histoires à télé, mais tu donnes des matchs à télé aussi. Tu sais, Impact, il y a tout le temps des bons matchs de lutte, au moins 1 ou 2 par semaine que tu dis, hey, c'est quasiment qualité PPV, tu sais. Puis moi, c'est ça qui m'intéresse. Les storylines, ça dépend lesquels, mais ça dépend lesquels à eux aussi. Je vais chercher d'autres choses que je vais pas chercher à WWE. Puis je pense que ça vaut la peine de donner un coup d'œil. Surtout en ce moment, là, si vous voulez vraiment vous donner une idée de ce que ça a l'air quand c'est une grosse foule et non pas les 4-5 épais d'Orlando, là, allez voir ça. C'est hallucinant l'ambiance qu'il y a en Angleterre. Ouais, je vais être franc avec vous. Moi, la TNA, je le regarde pas religieusement à toutes les semaines, mais à chaque fois que je l'écoute, c'est toujours la qualité des matchs in-ring que j'aime. C'est toujours très diversifié, c'est créatif. Ce qu'on n'a pas à la WWE dans les Raw ou les SmackDown, les matchs à la TNA Impact sont d'une créativité de PPV assez souvent. C'est vraiment le fun à voir, puis ça donne le goût d'écouter le prochain show. C'est sûr que si vous êtes un fan de storyline, de clés de cou et de torsage de bras, écoutez pas ça. Fait que c'est tout ce que je voulais dire pour la TNA. Lâchez pas TNA. Je sais qu'il y a des... Tu sais, il y en a... Il y a des vieux qu'on aimerait qu'ils décalissent de là. Il y en a qui sont sur le pilote automatique un peu, mais ça, c'est partout la même chose. Moi, j'ai rien contre voir Hulk Hogan ou voir Sting encore, mais pas dans le ring, tu sais. Si t'as un rôle comme Hulk Hogan, de general manager, ça peut faire la job. Sting qui est là comme mentor. Si tu te sers de ces gars-là pour pusher d'autres, comme la E peuvent le faire avec Ric Flair ou le faire avec d'autres gars, j'ai rien contre. Faut que tu pushes tes jeunes talents. Tu sais, des gars comme Kenny King, Austin Aries, tout ça, là, c'est eux autres qui sont excellents à voir. Si la TNA peuvent aller chercher des gars à ROH puis continuer à amener du jeune monde, je pense qu'ils peuvent être sur la bonne voie. En tout cas, moi, je trouve ça... Moi, à chaque semaine, des fois, je me surprends d'avoir out plus à Impact qu'à Raw. Puis... je dis pas ça pour vanter la TNA, vraiment pas, mais il y a des fois que j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont faire avec ce produit-là. Puis tant mieux pour eux autres. Fait que c'est ça, TNA. Oui, exactement. C'est TNA à écouter si vous aimez, si vous voulez voir qu'est-ce que ça a l'air en 2013. T'avais-tu quelque chose à rajouter? T'as écouté Main Event de SmackDown, je crois? Ouais, j'ai écouté Main Event. J'avais pas grand-chose à dire, à part ce qui est peut-être à dire, c'est le face turn de Tensai. Oui. Il s'est concrétisé un face turn qui a l'air de, à ce que j'ai lu, continuer dans les house shows. Je pense qu'il bat Alex Riley dans les house shows en ce moment. Ça a l'air qu'il y a une grosse réaction de la foule. Ça a l'air d'être un squash match, hein, puis il danse à la fin. Mais tu sais, ce que j'en pense par rapport à ça, c'est que Tensai, depuis le début, c'était la risée. Pauvre gars, c'était rendu que j'avais pitié de lui. Quand je l'ai vu en lingerie, j'ai fait « Ah, tabarnak, retourne au Japon, man, je sais pas, là, il doit pas être heureux. » Finalement, la WWE ont l'air d'avoir réussi à capitaliser sur ça, comme ils font souvent d'ailleurs avec les gros gars de même qui réussissent plus à faire peur. Ils les virent en face puis ils les font danser. Ils l'ont fait à maintes reprises dans le passé, même avec Big Show à la limite, avec... Rikishi à la limite ou n'importe quoi du genre. Le face turn s'est fait contre les primetime players. Tensai se faisait bullier dans le backstage un peu. Les primetime players, ils arrivent puis l'autre Titus O'Neil, il siffle avec son sifflet puis il dit gars, tu fais-tu des pubs pour Victoria's Secret? Puis ils ont amené un sous-vêtement de fille puis il riait de sa gueule. Puis Brodus Clay est comme venu le défendre un peu. Il disait, tu sais, prends pas ça mal de même, Tensai, là, c'est juste des jokes. Puis tu voyais que Tensai trouvait pas ça drôle. Fait que là, c'était comme le gars, il est bullié, tu sais. Puis pendant son match, ben là, c'était Tensai contre Titus O'Neil. Puis là, la foule savait pas trop pour qui prendre. Puis à un moment donné, Brodus Clay est venu encourager Tensai ringside. Puis tout d'un coup, la foule s'est rangée derrière Tensai. Tensai a gagné son match en faisant des espèces de simagrées à la fin, tu sais, du pelletage dans le vide, là, comme un move de danse. Puis à la fin, il a dansé avec Brodus Clay. Tant mieux pour lui, je veux dire, ça fonctionne, la foule est dedans. Je sais que Vince a toujours aimé ça, ce genre de niaiserie-là en plus. J'aime mieux le voir
réussir que failer. C'est sûr, j'aurais mis mieux à la limite qu'il te tasse de l'écran. Mais si tu as à t'en servir, je pense que c'est une bonne façon. Tu peux faire un tag team avec Brodus Clay. Ça peut fonctionner, là. Ouais, je suis d'accord avec toi à ce niveau-là. Tant qu'à rien faire ou à le laisser en heel, ou bien le mettre en face, puis qu'il y ait un peu plus de temps de télé. Ben, pas plus de temps de télé, mais le temps de télé que là, au lieu de l'avoir en heel, on l'a en face, puis... C'est juste ça qu'il avait à dire à Main Event. Puis il y a Antonio Cesaro qui s'est sauvé du match contre Ryback. Je pense que ça fait 2 fois qu'ils font ça. Puis il a fini par perdre à Raw, là, mais c'est ça. Le champion US qui a l'air d'un bel épais, mais c'est ça. C'est tout le temps ça. Fait que c'est ça. Fait que mais c'était correct. Là. C'était pas le main event du siècle, mais c'était bien pour Tensai. Ils ont développé son personnage. Là. Ça risque d'arriver probablement on va le voir probablement à Raw faire la même affaire bientôt. Là. Puis à SmackDown, ben, ça a commencé en essayant de nous builder l'Elimination Chamber. Selon moi, ça tombe à plat. Moi, qu'il y ait un Elimination Chamber pour le number one contender, oui et non. Ceux qui sont dedans, oui et non. Il y a eu le retour de Jack Swagger qui aimerait participer au Elimination Chamber. En tout cas, je suis pas... moi, c'est pas de même où je l'aurais buildé, puis je suis pas très satisfait, mais il faut que je vive avec, j'ai pas le choix. Ouais, c'est vrai que c'est pas super enlevant. La seule affaire qui est intéressante, je trouve, à date, c'est qu'on sait pas encore officiellement... Tu sais, il peut y avoir encore des swaps d'ici le gala. Ben là, il va falloir qu'il se grouille, là, parce qu'il reste rien qu'un Raw. Là. Mais quoi que ça va se développer à SmackDown aussi, cette histoire-là. Moi, tout ce que j'espère, c'est que Khali soit pas dans le match. À date, il l'est. Ouais, je veux pas le voir. Si tu peux mettre Mark Henry à la place de Khali anytime, s'il vous plaît, enlevez Great Khali de là, puis c'est ça. Jack Swagger, on en parle tout de suite ou tu vas en parler dans le Raw? Bon, on va en parler dans le Raw. Comme Mark Henry, ceux qui se posent des questions, pourquoi on en parle là, c'est juste que il a fait son apparition surprise à Raw. Là, ouais, on va en parler tantôt. Il n'y a pas à vous inquiéter. Là. C'est pas de la fabulation qu'on fait, il est réellement revenu. Ouais. Puis c'est un bon SmackDown en général. Il y a eu à mon sens, il y a eu 3 bons matchs de lutte. Ça a fait du bien. C'est un SmackDown comme je les aime. Un SmackDown, il y en a qui pourraient dire old school, mais la seule affaire que j'aime pas dans les SmackDown, c'est qu'il y a trop de recap de Raw. Là. Ça te donne l'impression que c'est pas un show important puis que c'est un show pas essentiel. Puis ça l'est probablement pas essentiel. Mais moi qui aime bien la lutte, j'ai bien aimé cet épisode-là. Le match Mysterio contre Sin Cara contre Team Elno, c'était un super bon match tag team. Ça. C'était un match qui était meilleur que celui au PPV. Ouais, exactement. D'accord avec toi. Il y a eu de la vitesse. Rey Mysterio, tu sais, c'est un vieux crouton là, qui va être de moins en moins capable d'en donner. Mais dans le contexte d'un match tag team, je pense qu'il est à son meilleur parce qu'il peut avoir juste un hot tag à un moment donné, faire ses spots. Avec Sin Cara, je pense que c'est la meilleure combinaison possible pour Rey Mysterio. Puis faire pogner Sin Cara à la limite, plus un peu. Puis Mysterio, Sin Cara ont battu Team Elno. Donc, je ne sais pas si ça s'enligne peut-être à WrestleMania, cette affaire-là. Peut-être ces 2 équipes-là, un contre l'autre. Peut-être qu'ils peuvent faire le gimmick là, de record de monde qui porte des masques dans la foule. Ou peut-être Mysterio, Sin Cara ensemble. Je ne sais pas ce qu'ils vont faire. Team Elno, visiblement, ça s'en va pour une séparation tranquillement, pas vite. On dit ça depuis des mois. Là. Mais là, ils se pognent de plus en plus. Fait ultimement, ils vont perdre les ceintures si c'est à WrestleMania, c'est dans une couple de mois. Là. Ouais, on verra bien. Et là, on va parler, en fait, du Monday Night Raw d'hier, le 4 février. Écoute, déjà, on a 3 semaines pour builder l'Elimination Chamber. Déjà, un Raw, c'est le champion. Déjà. On a 3 semaines pour builder le PPV. Le champion, le Rock, il n'est pas là. Ça va bien. Hein? Ouais, c'est ça. Je veux dire, c'est... Ben, on s'en attendait. Là. C'était comme non, je le sais, mais c'est pas sérieux de 2 scènes. Hein? Non. Mais ça commence bien avec Punk qui arrive sans Paul Heyman puis qui déchire des pancartes. Puis il demande à Justin Roberts de l'annoncer en tant que People Champion. J'ai bien aimé ça. J'adore ensuite, ça. Hein? J'adore ça. Oh, oui, c'est ça. Puis là, il commence c'est bon speech, comme vous disiez, bonne promo. Il insulte la foule. Ça parle de l'histoire avec Heyman. Ça parle du Rock qui mérite pas son titre. Puis que lui est le vrai champion. Et puis qui va récupérer son titre. Puis... Tu sais, la même rengaine qui est efficace, bien évidemment, mais c'est juste que je trouve ça plate que The Rock soit pas là pour en parler avec lui puis qu'il build encore quelque chose de magique. C'est juste mou. Je trouve ça plate. C'est ridicule en même temps. Puis, non, c'est
c'est comme un Raw qui sert à rien entre deux. Là, tu vois le go-home qui va... ils vont miser là-dessus, mais c'est comme entre-temps, ben, Punk fait la job. Puis Punk, il a donné tout un show. Je parle tout l'épisode au complet, on m'en parlait tantôt, mais et promo et lutte, ce gars-là, il est là à chaque soir, en esti. Là. Ouais. Là, il y a Booker T qui arrive, Booker T qui essaie de faire son speech. Il a de la misère il a eu de la misère hier soir, mais il a réussi quand même à continuer. Là, il nous dit encore que les fans vont pouvoir voter pour l'opposant de Punk. Ça, je l'ai déjà parlé, j'haïs ça. C'est de la paresse de Booker. Là. Je veux dire, c'est pas de Booker T, c'est la paresse des Booker. Là. Pas de Booker T, mais c'est de la paresse intellectuelle. Là. Ils sont bookés dans le match Jericho tout de suite. Puis je veux dire, je sais pas, c'est de la paresse. Ils n'ont pas à choisir ça. Là. C'est juste des... Je trouve ça, j'aime pas ça. Je trouve ça enfantin. Mais... c'est vrai ce que j'ai lu que eux autres, ils s'attendaient que ça soit Orton qui rentre full pin? Oui, ils s'attendaient que ça soit Orton. Puis là, quand ils ont vu que Jericho menait, fait qu'ils ont booké un match à Orton plus tard dans la soirée contre Wade Barrett. Ouais. Fait que c'était ça, là. Booker T arrive, puis des histoires de vote, puis de promouvoir l'application WWE qui marche même pas. J'ai une tablette, là, je l'ai installée, là. Asti, j'ai pété les plombs après 2 minutes d'utilisation. C'est de la petite belle merde, cette application. Bon, voilà, c'est dit. Ouais. Puis après ça, ben, il y a eu un match. Ryback contre Antonio Cesaro. Le match était il était court, mais encore une fois, Cesaro, le titre US n'était pas en jeu. Puis, bien évidemment, les champions, quand ils ont des non-title matchs, ils perdent. Là, j'en ai parlé souvent, là, puis je vais encore en parler. Là. Regarde ça, là. Ryback, là, il a battu Cesaro à main event dans les 2 dernières semaines. Il bat à Raw. Orton a battu Barrett à SmackDown. Il a battu Barrett à Raw. Le champion intercontinental puis le champion US, là, c'est rendu je comprends pas pourquoi ils font jobber de même, parce que si au moins c'est pour avoir une feud avec le gars pour la ceinture, je suis prêt à quasiment l'accepter. Mais là, ils perdent pour aucune crise de bonne raison pour mettre over des gars qui sont d'une ligue qui sont un peu plus hauts qu'eux autres dans le ranking. Ils devraient même pas se croiser. Tu sais, je sais là, que c'est un problème de profondeur puis qu'ils ils font lutter ensemble, ils veulent le montrer, ils veulent booker plein d'histoires en même temps puis ils font des crossovers, mais c'est parce que Ryback et Cesaro, ils ne devraient pas se croiser. Ryback est plus haut que ça dans comment ils voient ça. Puis c'est logique que Ryback batte Cesaro selon leur logique, mais il devrait pas. Cesaro devrait battre du monde et non pas se faire battre. Non, exactement. C'est ça qui est plate. Là. Ouais, c'est. Mais en même temps, tu sais, si on verrait un Antonio Cesaro contre Santino Marella semaine après semaine, puis Cesaro gagne, je serais pas plus heureux non plus. Non, c'est ça. C'est vraiment un problème, dans le fond, de profondeur, puis il n'y a pas assez de gars, c'est tout le temps les mêmes qu'on voit, puis ils font des match-ups à pu finir. Tu sais, à cette heure avec Main Event, puis SmackDown, puis il y a trop de shows, tu revois souvent les mêmes matchs dans la semaine, puis ça gaspille des fresh matchs, tu sais. Ouais. Tu sais, Ryback, Cesaro, c'est intéressant là, comme match-up. Tu sais, imagine si tu l'avais jamais vu puis tu bouquais ça à un PPV, mettons, ultimement, tu ferais comme « Ah, c'est intéressant. » Là, on va l'avoir vu comme plein de fois en ligne. Puis ouais, exactement. Mais c'est ça. Moi, les non-titles, les champions qui perdent des non-titles, ça m'a tout le temps énervé. En fait, puis, moi, en plus, c'est les non-titles qui nous énervent, disons. Ouais. Les titres devraient être toujours en jeu. Ouais, toujours. Ça, c'est sûr, mais cependant, ça marche aux autres. Là, fait que c'est ça qui est ça pour ma petite crisette. Là. Ça m'énerve à chaque fois que le match part. Je dis toujours avec gros sarcasme, une autre défaite du champion. Puis ça arrive tout le temps. Là. C'est bien rare qu'une surprise. Là, on voit John Cena en coulisses qui est rejoint par Vicky Guerrero. Là, il parle qu'il va caller de Shield à soir. Il répond qu'il est sérieux. Il a gagné le Rumble. Il va main eventer WrestleMania. Il va être champion de l'AE, puis il veut finir ça ce soir. Tu sais, les promos là, de base. Tu sais, je veux dire, c'est générique. Là. Ouais, je sais pas, je dormais. Il y a bien des bouts de ce Raw-là que je me rappelle pas. J'étais en train de regarder le résumé, là, puis moi, je me suis mis des points que j'ai bien aimés, mais le reste, là, c'était pas mal. C'était average, honesty. Oui, exactement. Puis là, le prochain match de Swagger, où il l'annonce comme étant avec un nouveau surnom, c'est plus de All-American, c'est The Real American. Il me semble qu'au Hogan, c'était ça aussi.
En tout cas. Jack Swagger, avant qu'il revienne, avait des rumeurs comme quoi qu'il ramènerait peut-être face. Ouais, finalement. Il aurait peut-être fini par battre, mettons, tu pars une feud avec Cesaro, mettons, puis finalement l'Américain qui gagne le titre, mais tu sais, bof. Moi, on dit tout de suite ce qu'on en pense de Swagger? Ou? Ah ouais, on peut tout de suite. Moi, je l'ai jamais aimé et probablement je l'aimerai jamais. Premièrement, ce gars-là n'a pas vraiment de charisme. In-ring, il est un petit peu en bas de la moyenne et il aime pas ça bumper. On dirait qu'il fait ça pour l'argent. Je sais pas, je l'aime vraiment pas. Son retour, OK, peut-être on va triper 2-3 semaines. Pour ça va être fini. C'est ça que ça va ressembler. Ouais, je suis pas mal d'accord avec toi. On joue l'avocat du diable. Présentement, ça fonctionne pour moi, par contre. Mais t'as raison que je pense que c'est le tout nouveau, tout beau. De voir Swagger revenir avec de la haine dans les yeux. Il est plus agressif, son style dans le ring. Il a plus son babyface, il a de la petite barbe. Il a l'air d'avoir un but, il a l'air déterminé. Ça, je trouve ça intéressant parce que son personnage était rendu moribond en cibole. Oh, à chaque fois qu'on entendait sa tune, on sacrait. Là. Tandis que là, je suis intéressé à son histoire présentement. Tu sais, je me dis, le gars, son but, c'est d'aller dans Chamber. Va-t-il réussir? Point d'interrogation. Il donne des bonnes choses. Même que je te dirais que son match à SmackDown contre Kofi, c'était un bon match de lutte. Là. Puis Swagger, il a bumpé dans ce match-là. Il a eu des bonnes passes. Kofi donne souvent des bons matchs avec ben du monde. Là. Mais je suis intéressé en ce moment à Jack Swagger. Est-ce que ça va durer? Ça, genre, j'ai des gros doutes. Mais je suis pas en crise de le voir, ce qui est déjà ça. Oui, exactement. C'est son côté in-ring et charisme qui vont le rattraper à un moment donné. Il est pas bon au micro, faut pas qu'il parle. En ce moment, il parle pas. Il fait moins de singerie qu'avant. Il fait plus son esti d'aigle dans le ring. Il fait plus ses push-ups. Il est plus King Kong non plus. Non, c'est ça. C'est un heel fâché, un heel agressif. On verra par la suite, comme tu dirais. Oui, on sait exactement ça. Là, ils ont dit que ça a l'air que sa nouvelle prise, son ankle lock, ils ont donné un nom qui serait de Patriot Act. Ça reste à vérifier. Puis à la fin du match, il a battu Santino Marella, bien évidemment, par soumission. Là. Puis il regarde Booker, puis il lui demande puis t'es-tu impressionné maintenant? Veux-tu vraiment. As-tu des chances de participer au Elimination Chamber match? Puis on verra. Ben, plus que Great Khali, en tout cas. Ouais, c'est ça, exactement. C'est comme mettez Swagger 100 fois là, avant lui. Là. Ensuite, il y a eu Alberto Del Rio contre Cody Rhodes. Un match qui a duré environ 2 minutes, 3 minutes maximum. Ça finit en soumission avec Alberto Del Rio qui nous a livré une promo face. Écoute, j'en ai pas parlé hier lors du Raw, mais j'ai trouvé ça bizarre comme promo. C'était vraiment, on dirait qu'il était pas naturel hier dans sa promo. C'était comme là, je vais le dire vraiment que je suis face, là, puis je vais mettre tous les clichés de face dans ma promo. Là, j'en parlerai plus après ça que je suis rendu face. Ouais, j'ai pensé exactement à la même affaire. Puis c'est drôle, on s'en est pas parlé, effectivement. Je trouve ça dommage parce que j'en ai pas parlé tantôt. Je vais faire la parenthèse ici. À SmackDown, là, le segment dans le parking là, avec Del Rio, j'ai trouvé ça excellent. Là. Ah oui, c'était super, ça. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu un segment avec un face qui avait de l'attitude, justement, là. Là, c'était comme attitude, comme dans le temps, avec un face qui attend l'autre dans le parking, qui veut y casser la gueule. Il veut venger son ami. Il est en crise contre le Big Show. Puis un face, ça a le droit d'être en maudit. Tu sais, c'est pas tout le temps en train de sourire comme Cena puis faire « Ah, ben j'ai perdu mon titre, c'est pas grave. » Là, il est en maudit. J'ai adoré le segment. C'était violent, c'était le fun. Puis là, après ça, t'arrives dans le ring puis tu fais cette promo-là. Ouais, t'as raison. Ils ont mis all-in sur le... Avant ça, je vous regardais de haut. À cette heure, je suis un gars du peuple. Puis that's it, that's all. Là. Ouais, exactement. Puis, c'est ça, j'ai trouvé ça quand même... Par contre, le segment d'hier, je l'ai trouvé bien bizarre. Là, ensuite, il y a Big Show qui l'interrompt puis qui dit qu'il est d'une chambre d'hôtel puis qu'il veut signer un contrat pour son rematch à Elimination Chamber. Il dit, il menace Del Rio. Il dit, essaye pas de trouver où je suis parce que sinon tu vas en manger une calice. Il était au Holiday Inn, je pense. Ouais, je sais pas. Puis ça s'est terminé là pour l'instant. Ensuite, t'as Jerry Lawler qui dit que Chris Jericho a gagné le Raw Application bullshit. Fait que j'étais bien content que ça soit Jericho. Je voulais rien savoir des deux autres.
Et ça va donner tout un match qu'on va parler un peu plus tard. On savait direct avec l'ambiance de la foule quand ils ont nommé les 3 gars. Ouais. Jericho avait le plus gros pop, fait que on pouvait s'attendre. Puis Jericho, il a trendé sur Twitter, fait que là, j'étais là, hey, si c'est quelqu'un d'autre, la petite crosse, là. Ouais, exactement. Le prochain match, Daniel Bryan contre Rey Mysterio. Lors du match, tu me dis, je vais en parler de cette section-là parce que je t'ai tourné de dos parce que je suis en train de me faire cuire un poulet. Fait que j'ai juste vu des séquences. C'est un bon petit match. 2 gars rapides, 2 gars plus petits. Ça fait du bien de voir ça une fois de temps en temps. Il y avait des moves, il y avait des roll-ups, des affaires là, qu'on voit rarement quand Great Khali ou Otunga sont dans le ring. Puis c'était pas. J'ai préféré là, un match tag team bizarrement à SmackDown. Peut-être parce que justement Mysterio il un peu plus de misère, même Bryan des fois on dirait que ça y tente moins, mais c'est un bon petit match. Moi des matchs de même j'en prendrais tout le temps. J'adore ces compétiteurs là, mais tu sais rien à signaler à part une victoire clean de Daniel Bryan avec le il a fait abandonner l'autre puis c'est ouais. tout, là. Et là le retour de Mark Henry, la chanson se fait entendre. Bryan court dessus, mais il se fait neutraliser assez solidement par le World's Strongest Man. Et là, ensuite, Rey Mysterio essaye de s'en mêler, il se fait sacrer de volée. Sin Cara aussi se fait sacrer de volée. Henry est en feu, puis il porte les splashs, un deuxième splash des cordes sur Rey. Ça nous montre que Mark Henry est de retour. Ça va être quoi les plans avec lui? On verra, on sait pas. Mais le fait qu'il soit arrivé là, ça nous montre qu'il est peut-être de retour, mais on dirait plus dans le mid-card, hein, j'ai l'impression. Ou peut-être qu'ils vont nous le builder tranquillement pas vite puis ils vont venir décrisser tranquillement le monde à chaque semaine. Oui, exactement. Ça reste à voir. Ils vont-tu donner un autre push? Il me semble c'est assez. Là. Je l'ai aimé sa règne de champion, Mark Henry. Mais à un moment donné, une fois, c'est assez. Là. Ouais, je veux pas revoir Mark Henry encore tout le temps pour le World Heavyweight parce que, tu sais, je sais que ça fit, là, côté histoire puis tout, mais ça donne des matchs souvent plates puis lents puis je sais pas ce qu'ils vont faire avec lui. J'étais content de le voir. J'aime ça quand il écrase du monde à terre. Je trouve que ça a l'air de faire mal. Mais pour le reste, j'espère qu'il sera pas pour la ceinture là, tout de suite, en tout cas. En tout cas, j'ai pas le goût de le voir pour le titre. J'ai pas le goût de le voir dans les hautes sphères. Non, moi non plus, vraiment pas. Et là, ensuite, on voit une autre séquence vidéo avec Big Show qui est dans sa chambre d'hôtel. Il est au téléphone avec Booker T. Il dit qu'il va recevoir la lettre bientôt pour signer. Là, il y a un gars qui arrive pour y porter de la bouffe à sa chambre d'hôtel. Un lutteur. Ouais, sûrement un lutteur indie. Il le ridiculise. Ça se finit là. Ça poursuit avec le match Sheamus contre Kane. Je me rappelle de rien de ça. Moi non plus. Vraiment, je me souviens juste que Bryan il est venu faire perdre Kane, on pourrait dire. Il avait l'air d'avoir un petit sourire en coin. Il avait pas l'air déçu que Kane perde. Là. Non, exactement. Puis ça fait juste montrer, dans le fond, que Kane et Bryan, ça commence à se dissocier un peu. Je te pose une question. D'après toi, s'ils se dissocient, qui c'est qui va aller heel, qui c'est qui va aller face là-dedans? C'est con, mais j'ai l'impression que Kane va aller face puis Bryan heel. La manière qu'il build ça, là. Ouais, moi aussi, même affaire. Mais je sais pas. Moi, j'aimerais mieux Kane heel puis Daniel Bryan face, là, mais bon. Parce que Kane, premièrement, Kane, j'aimerais ça qu'il quitte, là. C'est ma vision des choses. Il a tout donné, mais là, c'est parce que à moins qu'il aime ça, puis que la E aime ça le voir là, puis qu'il vend encore de la marchandise ou quelque chose du genre, mais je veux dire, il n'y a plus d'affaires dans le business de la lutte, là, sauf pour, je sais pas comment l'expliquer. C'est qu'il y a tellement d'autres lutteurs in-ring impressionnants qui existent, là. Pas lui. C'est terminé. C'est terminé pour moi. L'ancienneté. Ouais, je sais, l'ancienneté. Ensuite, un Miz TV avec Paul Heyman comme invité. Heyman, toujours excellent dans ses promos. Excellent. Il est encore trop bon. J'adore ça. Il joue le gars offensé. Tu sais. Oh, oui, il se dissocie encore du Shield. Puis il est trop bon. Il s'ostine avec Miz. Puis c'est vraiment bien fait. Vicky fait son entrée. Elle dit que Heyman n'était pas au courant que Brock Lesnar était pour arriver la semaine passée. Elle se sent mal. Là, il prie pour Vince. Il se sent coupable. Elle se sent coupable. Il essaie de prier pour Vince pour son opération. Miz qui continue en disant que c'est des hosties de menteurs. Puis ils ont hâte à revoir Vince. Puis là, à chaque fois que ça commence à builder, j'ai hâte d'entendre la toune de Brock. Il va être là. Brock va être là. Et bien évidemment, la toune de Brock passe. Là.
enfin de la destruction dans ce Raw un peu moribond. Et bien content de voir Brock Lesnar arriver. Puis là, Paul Heyman qui dit à Miz, va-t'en, non, reste pas là, ça va mal finir. Puis il est trop bon quand il fait ça. Puis Miz, bien évidemment, Lesnar détruit Miz, il saccage le décor de Miz TV. Il pète des chaises dessus. Pisse des chaises sur Miz. Puis une bonne séquence heel, là. Je veux dire, mais je m'attendais un peu que Triple H arriverait peut-être là. Je sais. Ça va être sûrement après Elimination Chamber qu'ils vont builder ça pour Mania. Mais. On va laisser Brock détruire un peu plus de monde. Ouais, exactement. Détruire la vie du monde un peu. Vas-y. J'allais dire, moi, quand je vois Brock Lesnar, je suis toujours content parce que j'ai l'impression que Brock Lesnar, il fait vraiment mal au monde. Puis, tu sais, j'aime ça. J'aime ça quand j'ai l'impression que l'autre lutteur peut se blesser. C'est con à dire, mais dans le sens que ça a l'air de faire mal. Ça a l'air pas kosher. C'est pas... je l'aime, Brock Lesnar. Je l'aime. Ouais, moi aussi. Vraiment beaucoup. Il a l'air de s'en calisser. Puis c'est probablement le cas en plus. Ouais, c'est encore plus drôle. J'ai tué mon chèque parfait, je vais aller détruire de la fourniture de bureau. Bien payant à Chris pour venir dropper quelques en terre puis s'en aller. Ouais, c'était une bonne promo. Je sais pas où ça va. Pour l'instant, officiellement, on ne sait pas officiellement qu'est-ce que ça build, mais c'est le fun. Mais ce qui est drôle, c'est que Brock a quasiment eu un plus gros pop que Miz sa séquence. Ouais. Mais Miz, le monde trouve ça louche encore. Il y a juste moi qui embarque, je pense. Moi, j'avais juste hâte qu'ils viennent lui fermer la gueule, mais faut dire que c'est pas. J'aime bien Brock. Fait que... Ensuite, match Randy Orton contre Barrett, un match de 4 minutes 55. C'est plate en mort, ça. Ah, c'était moi. Habituellement, ces deux-là donnent des bons matchs, mais quand Randy Orton est sur le pilote automatique, là, comme il est depuis 1 an ou 2, là, ça donne pas des matchs excellents. Là. Ça, Orton Barrett, sacrifice. Ils l'ont-tu surutilisé? Ouais, là. Barrett, c'est encore le champion intercontinental, lui, ou? Non, il perd. OK. Ouais. Mais c'est des non-title matchs. Ah, OK. Ensuite, je crois qu'on a eu un droit à un 4-star match entre CM Punk et Jericho. Un match qui était court, 13 minutes 51, mais tout un match de lutte. Hey, t'appelles ça des gars de lutte, des workers, quand ils sont capables de te pondre un match de même? Sans histoire, là. Ils en ont raconté une dans le match. C'est deux gars qui aiment la lutte, deux gars qui sont là pour la lutte. Et d'ailleurs, la foule à Atlanta, elle dormait sur la Switch d'un bout à l'autre du Raw, puis elle s'est réveillée à ce match-là. Exactement. Le crowd chantait « This is awesome ». On veut de la lutte. C'est ça que ça disait, là. On aime la lutte. Wow, quel beau match. Asti que j'aimais ça, ce bout-là. Ouais, c'était tout un match. On voyait qu'il y a eu des beaux spots de chacun de bord puis d'autres, puis... à un moment donné, je savais pas qui était pour gagner pour vrai. Là. Habituellement, ils font faire gagner le gars qui est plus haut dans l'hierarchie, là, mais là, je m'en venais, je me posais. Quand t'as Jericho, tu sais que Jericho, il va accepter de perdre pour mettre over Punk. C'était de toute beauté. Une victoire clean du entre guillemets, champion. Ouais. Puis c'est la raison pourquoi j'aime la lutte, c'est Punk contre Jericho. Ouais, exactement. Puis c'était... possiblement, même si c'était plus court, c'était possiblement meilleur que leur match de Mania puis le Street Fight match. Là. J'en ai pas des super souvenirs de ces matchs-là. Je me souviens d'avoir été déçu un peu parce que je pense que je m'étais mis ça trop haut, cette rivalité-là. Dans le temps, j'avais trouvé ça un petit peu bizarre qu'il bifurque vers toute l'affaire de l'alcool puis tout. Je trouve qu'il l'avait fait un peu trop vite. Puis c'est ça. Puis là, un match de même sans histoire entre Punk et Jericho... peut-être qu'on a moins d'attente aussi. On ne s'attend pas à ce que ça soit débile non plus. Puis ils ont donné tout un match. Ils ont réveillé le monde. Puis ça, j'aime ça. Là. C'est 2 pros. Ouais, 2 pros. Ensuite, grosse annonce pour le Hall of Fame. Enfin, après tant d'années. Le père de Coco Beware. Bruno Sammartino va être introduit au Hall of Fame. C'est réglé, c'est seté. Il était temps. Le plus grand champion de l'histoire de la lutte professionnelle. Wow! Hey, moi, j'aimais ça. J'allais le voir au... Non, mais je le connais pas. Mais non, je veux dire, je sais c'est qui. Je le connais de nom. J'ai vu des images de lui, mais je veux dire, j'étais pas là dans ce temps-là, bien évidemment, mais c'est une grosse nouvelle pour la business de la lutte. Ouais, puis d'autant plus que là, ils vont pouvoir enfin en parler tout le temps de ce gars-là, ramener des montages avec lui, le remettre dans des statistiques aussi. Tu sais, là, c'était comme un peu bizarre, parce qu'il en parlait pas... Tu voyais là, qu'il y avait un froid puis qu'il en parlait pas comme qu'il aurait dû de ce gars-là. Il est méconnu pareil. Là.
Le nom très est connu, méconnu. la légende est connue, mais il est méconnu, tu sais. Ouais. Puis, ça risque de faire un beau moment au Hall of Fame, ça. Ouais, surtout qu'il essaye de peut-être qu'il y ait un face-à-face entre lui et Vince. Ils se sont pas vus après plusieurs années parce qu'ils s'aiment pas. Ça risque d'être assez drôle de voir Bruno Sammartino sur le même stage que Mick Foley puis tout ça. Ouais, exactement. C'est quand même drôle. Là. Ensuite, un interview en coulisses avec Punk. Pour lui, Rock, c'est un voleur. Il a volé son titre. Il dit qu'il va le battre à Elimination Chamber, qui est le best in the world. Je le crois, j'espère, en tout cas. En tout cas, il l'a prouvé dans le Raw. Là. C'était un match de lutte de Best in the World, ça. Il était là, lui, CM Punk, puis il a lutté. John Cena annonce encore que c'est la saison pour botter des culs, puis que le Shield va avoir enfin ce qu'il mérite. Un autre promo générique. Ensuite, on a Del Rio qui retrouve Big Show dans sa chambre d'hôtel. Les deux, ils se battent violemment, puis écoute, moi, tout le long, j'étais là, je dis, y a-t-il quelqu'un qui va sortir d'une des chambres d'hôtel ou de l'ascenseur pour dire qu'est-ce qui se passe là? Et oui, j'ai eu mes deux lutteurs indie qui sortaient de l'ascenseur, qui jouaient des rôles soit de concierge ou de locataire de l'hôtel. Mais ça fait juste bien builder le match Del Rio Big Show pour le Elimination Chamber. Est-ce que ça s'annonce pour être un street fight match avec ce qu'on a vu hier? Peut-être. Peut-être. Ils ont l'air de tout le temps se battre. Tu sais, quand tu penses au segment qu'il y a eu aussi dans le parking puis tout ça, peut-être que ça s'enligne vers ça. Ça serait tant mieux, hein, parce que Big Show, dans des gimmick matchs, ça fait un job. Ouais, dans des matchs réguliers, c'est pas très bon comme match. Là. Non, c'est ça. Puis ce feud-là, à la date, tu vois qu'il y a de la passion. Puis je pense que ça pourrait fitter encore de quoi de... Ça pourrait permettre à Del Rio de gagner encore avec une façon spectaculaire, ou bien spectaculaire, pas avec du duct tape, là, mais quelque chose qui n'est pas faire abandonner nécessairement Big Show avec un armbar. Oui, exactement. Puis j'ai bien hâte de voir ça. J'aime ça, moi, des segments quand ça se tirait ailleurs que dans... Oui, que dans un ring ou de backstage. Juste un comique, ça se pitch dans des affaires. Comme on fait quand tu tirailles avec tes chums, puis tu te bats d'un couloir d'hôtel, puis tu pitches de la glace dans les... Voyons, j'ai donc bien fait des affaires fuckées, man. Ouais. Il dit rien. Ben non, mais j'ai rien de dire d'autre plus à dire. La prochaine promo, et une des dernières, c'est la dernière, celle de Brad Maddox. Je t'en ai pas parlé hier parce que j'étais allé sur Twitter par un peu des hasards, juste avant la promo de Maddox, et tout le monde jouissait sur la promo de Maddox, comme quoi que c'était excellent. Là, je voyais des phrases que je comprenais pas. J'ai dit, il se prend-tu pour Bane? Il est trop bon. Bane, bien évidemment, c'est le méchant dans le dernier Batman de Nolan, dans le Dark Knight. Moi, je comprenais pas ce qu'il voulait dire par là. Puis quand j'ai écouté la promo, j'ai fait calvaire. C'est vrai qu'il parle pareil comme lui à certaines... C'était juste trop débile mental. La manière qu'il parlait, là, la façon... je sais pas comment l'expliquer. Là. Regardez une des speeches de Bane dans le film, puis la promo de Maddox que j'ai fait tantôt, et c'est carrément le même ton de voix, la même façon. C'est super bien buildé. Il est en maudit après Eamon, puis qu'il l'a trahi, manipulé. Puis là, il call de Shield à venir de le voir, puis j'aime ça, là, j'embarque. Mais ce que j'aime, c'est qu'il est encore dans son personnage de heel, parce qu'il dit, je vais être meilleur que, tu sais, je vais le faire à la place de Cena, tu sais. Ouais. Tu sais, il est comme pas... C'est moi votre héros. Ouais, exactement. Moi, je pensais qu'il était pour le virer peut-être face dans cette histoire-là, puis que ça soit, le troisième membre contre le Shield. Mais finalement, j'aime mieux qu'il fasse ça parce que ce personnage-là, il est tellement... je sais pas comment dire. Il est ambigu. Il me fait rire. Puis sérieusement, il est doué, ce gars-là. Il y a des expressions faciales. Tu sais, j'en ai parlé dans les autres podcasts, mais plus je le vois, plus je suis intéressé avec ce gars-là. Je me demande où ça va s'en aller après ça, parce que là, il est visiblement écarté du match. Mais on n'a pas vu la fin de Brad Maddox. Là. Non, c'est sûr que non. Puis là, il se fait faire le triple powerbomb. La musique de Cena retentit. Il arrive pas. Il est dans le public à la manière de The Shield. Ryback et Sheamus aussi font la même affaire. Là, bien évidemment, il y a un cercle de Shield. Le Shield veut partir, mais il y a le roster qui le bloque le chemin. Tous les autres lutteurs. Sinon, Ryback et Sheamus, ils se battent avec The Shield dans le ring. Ils prennent les dessus. Puis le Shield se sauve par la foule. Ça nous fait juste ça fait juste builder le match pour Elimination Chamber. C'est générique. Il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus. Ça aurait pu être le segment Go Home. Puis... Oui, exactement. Puis, le Shield, dans le fond, a pas l'air. Il n'y a pas personne qui a l'air fou.
c'est comme si les faces prenaient le dessus un peu, mais sans leur coller une volée de suite. Fait que c'est bien, c'est correct, c'est bien fait, là. Ouais, Tu sais, j'aurais fini le Raw avec Punk contre Jericho, là, mais ouais, c'est moi aussi, mais là, ça build pas d'histoire, fait que. Non, exactement. C'était la fin du Raw d'hier. C'était un Raw moyen. C'était pas mauvais. C'était moribond. La foule n'était pas dedans au début. Non, la foule a fait que ça avait l'air plus plate que c'était. Mais c'était pas... Non, c'est ça, ça passera pas à l'histoire, ça, c'est sûr. À part pour... si vous avez quelque chose à regarder du Raw et à regarder Punk Jericho, là. Ouais. Ça vaut la peine. Ouais, ça vaut vraiment la peine. C'était tout un match. Sérieusement, là. Bien aimé ça. Là, il y a des nouvelles dans la lutte que je dois vous parler parce que c'est des gros. Il y en a là-dedans, c'est bizarre. Il y en a là-dedans, c'est des grosses nouvelles. Vas-y donc. Bon. Undertaker, il arrive quoi avec lui pour WrestleMania? Selon plusieurs sites de nouvelles, il est indécis. Est-ce qu'il va être présent? Est-ce qu'il va lutter? Ça a l'air que le Deadman lui-même, selon F4W Online, arrête pas de changer d'avis. Pensez-vous vraiment qu'Undertaker pourrait manquer Mania? J'ai aucune idée. Tu sais, je prends ça avec une certaine légèreté, ces nouvelles-là, parce que il n'y a pas personne qui le sait, là. Je veux dire, j'y ai pas parlé à Mark Calloway, là. Fait que je sais pas si c'est pas la WWE elle-même qui fait semblant et qui repousse ça le plus tard possible pour que justement on fasse le saut quand il va apparaître pour vrai. Selon moi, s'il lutte pas à WrestleMania, je sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire avec Punk. Ils vont-ils l'inclure dans un three-way, dans un triple threat, ou ils vont le sacrer d'un autre feud qui aura aucun impact? Je sais pas. Ouais, ça serait dommage pour Punk. C'est Punk qui a le plus à perdre là-dedans, je pense. Oui, exactement. Puis les fans, là, mais Punk, tu sais, ça serait plate pour l'année qu'il y a eu, les derniers 2 ans qu'il a donné, de se retrouver dans un match contre, je sais pas moi, contre Del Rio, ça serait comme ça, rapport à part. Là. Exactement. Sur Twitter, Jericho il a annoncé qu'il savait depuis novembre 2012 qu'il revenait au Rumble en tant que deuxième. Il nous a eu d'aplomb. La feud entre Ryback et Big Show qui était supposée avoir, les plans ont été abandonnés. Ça a l'air que la capacité de Ryback à pouvoir soulever Big Show, il n'est pas capable. Ça a l'air, fait qu'ils ont abandonné le projet. Autre chose que je pourrais rajouter. Bon, une légende qui déverse son fiel sur une autre légende pour des raisons, pour l'instant, totalement obscures. Je sais que vous êtes sûrement au courant. Bret Hart, qui a déversé son fiel sur Triple H en disant que c'était... Au début, il avait un peu dosé ses commentaires lors de la première entrevue qu'il y a eu la semaine passée. Ouais. Il avait dit que c'était pas un grand lutteur, c'était un bon lutteur, mais pas un grand lutteur. Puis il n'avait pas fait de match légendaire. Là, ensuite, il y a une autre entrevue avec Arda O'Cal qui dit que finalement, Triple H est un lutteur médiocre. Il fait pas partie des 1000 meilleurs lutteurs de l'histoire et qu'il n'a rien fait pour la lutte. Il n'y a pas eu de match légendaire. Bon, c'est vrai que Triple H, in-ring, c'est pas le plus grand des lutteurs. Mais de dire qu'il n'y a pas eu de match légendaire et qu'il n'a rien fait pour la lutte, ça, je trouve ça charrier. Ouais, je peux même pas le défendre, Bret Hart, autant que je l'aime. Ça sent quelqu'un qui est amer. Ça vient d'où, ça? Il s'est-il passé quelque chose backstage au Royal Rumble? Il vient de faire une apparition, Bret Hart. Là. Je sais pas c'est quoi qui se passe. Je sais pas d'où c'est que ça sort, ça. Triple H n'a aucun rapport en ce moment dans aucune histoire. Là. C'est pas comme s'il disait « Ah, cette année, il est au Wall of Fame » puis que Bret Hart, il dit ce qu'il en pense. Ça sort d'où, ça? C'est ça, je ne sais pas. Puis même les sites de news, même les dirt sheets, ils n'ont pas de l'air à vouloir en parler. Tu sais, je le dis depuis toujours, puis je ne l'ai jamais caché. Triple H n'a jamais été mon préféré, mais de là à dire qu'il n'est pas d'un 1000 lutteurs, là, Brett, là, calme-toi, là. Ouais, il a donné des bons matchs. Il s'est donné, il a bumpé pour la Fed, là. Je trouve ça bizarre, vraiment bizarre. Autre chose que je pourrais rajouter, ceux qui écoutaient, il y a eu une promotion pour une jeune commentatrice dans les coulisses de Raw qui a commencé hier, qui s'appelle
René Paquette, qui était au réseau canadien de Score à l'émission Aftermath Wrestling, c'est ça? Ouais, ben, tous les gars la connaissent parce qu'ils veulent toutes la sauter. Là. Ouais, c'est ça. Mais là, ils l'ont. Si tu nous écoutes, René, tu m'écriras. C'est ça. Et elle a commencé hier dans les coulisses de Raw. Elle a figuré pendant un segment avec Matt Striker et Zack Ryder. Le pire, c'est que je me souviens même pas d'avoir vu ce segment-là. Moi non plus. Mais ça a l'air qu'elle a commencé hier. Fait que bravo, jeune Canadienne. On l'avait vu à Main Event. C'était-tu à Main Event ou à NXT? Au NXT. Puis elle était à WWE Vintage aussi. Oui. Fait que dans le fond, tant mieux pour elle. Là, elle va arriver à Raw, puis on va la voir backstage. Puis ça, elle est jolie, elle est drôle. Fait que j'espère qu'elle va se laisser aller parce que quand elle animait Aftermath, elle avait. Puis avant, c'était. Comment ça s'appelait? Right After Wrestling, je pense. Oui, exactement. Tu sais, elle joue la. Ben, elle joue. Tu sais, elle est un peu comme conne, un peu des fois, mais c'est ce qui fait son charme. Puis les fois que je l'avais vu à la date à WWE, tu voyais qu'il l'avait comme un peu balisé. Tu sais, déjà, ils ont changé son nom, WWE Style. Fait que je pense qu'elle va devenir de plus en plus elle-même, puis ça risque d'être amusant. Oui, exactement. Au niveau des nouvelles, c'est pas mal terminé. Comme je rajoute à toutes les fins de podcast, si vous aimez la lutte in ring, écoutez la ROH et la PWG. Vous allez en avoir pour votre argent. Je sais que j'arrête plus de vanter ces deux fédérations-là, mais c'est juste jouissif. La ROH, je suis en retard d'une semaine là-dessus. Moi, je lis pas les results parce qu'eux autres, ils font des tapings puis ils tapent un mois d'avance. Fait que je suis à une émission en retard, donc... moi, je suis à 2 émissions en retard, parce que j'ai la dernière. Genre, mais tu sais, la ROH, t'es pas obligé de suivre ça semaine à semaine pour apprécier. Tant qu'à moi, s'il y avait quelqu'un qui me disait comment je fais pour commencer à ROH pour suivre ça, je dis fais juste te pogner les pay-per-view dans le fond. Ouais. Parce que les émissions, ben là, ce qui est le fun, ils ont changé leur packaging, c'est plus looké, c'est plus beau que c'était, meilleur éclairage dans l'aréna aussi. Je trouve que ça a plus de gueule. Parce que la ROH, le grand défaut, je trouve qu'ils réussissent pas à avoir un beau produit visuel intéressant. Non, exactement. Je trouve que c'est ça qui pourrait rebuter le monde. Si tu es capable de passer outre ça, tu vas avoir des matchs de lutte d'une qualité supérieure, mais des fois, il y en a qui vont dire « Ah, ça a l'air trop cheap » ou « Ça a l'air petit » ou « Ça a l'air ci, ça a l'air ça ». Je trouve que là, ils ont fait des efforts. La dernière année, ils ont eu une année assez critiquée parce qu'il y a eu bien des problèmes avec le high pay-per-view. Parce que eux autres, la façon dont ça fonctionne, c'est que tu commandes les galas sur leur site, tu le regardes live sur Internet. Il y a eu des problèmes de diffusion, il y a eu bien de la shit. Puis ça a fait que là, il y a bien des fans qui se sont tournés contre la ROH qui disent que c'est rendu un produit vraiment boboche. C'est dommage parce qu'il y a il y a beaucoup de talent, de bons talents là-dedans. Nous autres, on continue à la suivre sporadiquement. Ben, dans le fond, on la suit, des fois, on est en retard, mais on regarde tous les pay-per-views, puis moi, j'aime bien la ROH. Exactement, ouais. Écoutez ça si vous aimez la lutte in-ring. C'est vraiment excellent. Bien, je pense que ça conclut le show, Mathieu. On a eu... merci beaucoup aux auditeurs de nous avoir peut-être écoutés. Si vous voulez nous rejoindre sur notre Twitter, on est sur Twitter. Mathieu Chevalier, lui, c'est @M_, Chevalier. Pour rejoindre moi, Marc-André Drouin, c'est @MA Drouin. Pour rejoindre Pierre-Alexandre Vincent, c'est @PA_Vincent. Pour rejoindre le Twitter de Vous êtes dans lutte, c'est @VEDL_. Pour rejoindre Alexandre Lamoureux, c'est le @Lamou420. Sur Facebook, sur le site, sur notre page Facebook, Vous êtes dans lutte. Vous pouvez aussi écouter nos podcasts à partir de Podomatic et de iTunes. On est sur iTunes, juste tapez Vous êtes dans lutte, même juste le mot lutte. Je pense qu'on est les premiers qui sortent. Fait que si vous ne voulez pas écrire Vous êtes dans lutte au complet, je pense que vous écrivez juste lutte, puis on est là. Et vous pouvez nous envoyer aussi courriel si vous voulez discuter avec nous de lutte ou des questions ou des commentaires à vous.z.dans.lutte@gmail.com. Et moi, personnellement, je vous souhaite une excellente semaine de lutte. J'espère que vous allez découvrir des nouvelles choses. Et n'hésitez pas, comme je disais, à nous écrire. Ça va nous faire plaisir de vous répondre.
On va se voir la semaine prochaine pour le Go Home pour Elimination Chamber. Ouais. Puis on va se faire nos prédictions aussi. Donc, ouais, les prédictions du Elimination Chamber. Donc, si vous voulez faire vos prédictions, vous autres aussi, vous pouvez aller sur le Facebook puis dire qui vous pensez qui va gagner. Puis on va en jaser la semaine prochaine. Oui, merci à tout le monde aussi qui nous écrivent sur Facebook. Je sais qu'il n'y a pas beaucoup de vie sur Twitter, mais on va essayer de changer ça, les données, dans les prochaines semaines. Alors, on se voit à la prochaine, si Dieu le veut.